à tous et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts. Comme beaucoup d'entre vous le savent, chaque année au mois d'octobre, Paris vibre au rythme de l'art. Riche d'une offre culturelle incomparable, la ville lumière se positionne comme une capitale artistique internationale. Eh bien aujourd'hui, nous revenons sur la semaine de l'art avec deux grandes spécialistes de l'art, Anne Lettré, historienne de l'art, CEO de Silk Road University, qui a son siège à Xi'an, point de départ de la route de la soie. Elle est aussi fondatrice et présidente du Naturoscope des Titans. Avec nous également Alexandrine Laurent, consultante spécialisée dans le marché de l'art. Bonjour à vous deux. Bonjour, Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors, je le disais à l'instant, vous êtes toutes deux grandes spécialistes de l'art. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur vos parcours respectifs? Je commence par Anne. Eh bien, il y aurait long à dire, mais on va commencer, on va faire court. Voilà, on va faire court. On va faire court, il faut d'abord que l'art soit une histoire d'amour et de passion. Et c'est ce qui a été mon cas. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'art sans histoire, il n'y a pas d'histoire sans art. Et que depuis la nuit des temps, je me suis non seulement passionnée, mais j'ai parcouru le monde, j'ai eu plusieurs galeries d'art à Paris, à l'étranger également. Plusieurs galeries d'art. Oui, rive droite, rive gauche. Et depuis plus de 20 ans, je sillonne la Chine. Où j'ai été l'une des premières, pour pas dire la première, à exposer des artistes chinois dans ma galerie, notamment rue de Seine. Oui. Et c'était en quelle année alors? C'était en 2001. 2001 déjà. Ouais, hein. 2001, la première exposition. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer tous les grands artistes chinois qui à l'époque n'étaient pas encore ce qu'ils sont. Mais qui très vite sont devenus d'immenses artistes. Et c'est vraiment une grande joie, je les croise encore. Ça veut dire que vous avez lancé des artistes chinois. Hein? Alors non, je ne me permettrai pas de dire ça. Je dirais tout... En France du moins. En France. Vous avez contribué à leur renommée en France. Absolument. Et à l'international. Je suis très heureuse et très fière. Ouais. D'ailleurs, on se croise régulièrement. Ah oui. Que ce soit la Biennale de Venise ou dans des lieux où il se passe des choses comme à Miami et à Shanghai et Pékin, bien sûr. Que vous connaissez bien. Mais oui, que je connais bien et que j'adore. Et c'est mon deuxième pays quand même. Et pour plein de raisons, familiales et autres. Oui, parce que en fait, votre fils, hein, je le rappelle pour nos téléspectateurs, votre fils Laurent Lettré vit et travaille à Shanghai depuis 10 ans, depuis 11 ans, je crois. Presque 12. Presque 12 ans. Ouais, dans quelques mois, oui. Avec sa compagne, hein, Nathalie, alors vous me rappelez, Delpech, ouais. Et Laurent Lettré. Oui. Voilà, et puis leur enfant qui a 11 ans. Qui a 12 ans. Alors, déjà. 12 ans bientôt déjà. 13. Bientôt 13. Il est arrivé, il avait 1 an. Et d'ailleurs, il dit que la Chine, c'est son pays. Quand il est en France en vacances, et là, il est resté longtemps pour le confinement. Oui, et puis il avait quand même le chinois. Hein. Oui, il avait hâte de retourner chez lui. Eh bien, aujourd'hui, ils sont tous les trois chez eux, en Chine. Voilà, absolument. Voilà, absolument. alors je vous laisse continuer. Donc pour moi, il va de soi que j'ai, j'allais dire, une grande histoire d'amour avec la Chine, et qui a commencé, donc, eh bien, je dirais, grâce à Monsieur Chirac, il y a plus de 20 ans, puisque j'ai participé à un voyage, et j'avoue que ça a été une découverte dans tous les domaines. Et depuis, je n'ai pas eu de cesse d'y aller chaque année, plusieurs fois par an, et puis d'y rencontrer des centaines, pour ne pas dire des milliers d'artistes. Et pour l'année de la France en Chine, j'ai organisé un grand événement, un parcours, et dont mon fils d'ailleurs avait transformé le quartier Saint-Germain-des-Prés en parcours, en partenariat avec la Chine. Et donc il y avait des écrans, et on se serait cru à Pékin et à Shanghai. On se serait cru à Pékin, voilà. C'était très, très intéressant. Parce que l'ambiance y était, hein, le décor aussi, n'est-ce pas? La musique, tout y était. On avait installé des flambeaux dans Saint-Germain-des-Prés. Il y avait une très, très belle ambiance. Et donc, c'était l'année de la Chine en France, et il y a eu ensuite l'année de la France en Chine. C'est ça. Donc, j'ai été très présente pour tous ces événements, et c'était vraiment une grande histoire d'amour qui continue encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, je me tourne maintenant vers Alexandrine Laurent. Est-ce que vous pouvez si je peux me permettre,
Bien sûr. Pas de vous interrompre, je Bien ne sûr. pas. Allez-y. Tout simplement, si je peux dire quelques mots à propos d'Alexandrine, Oui. parce que c'est la Chine qui nous a réunis. Ah. Absolument. Et Alexandrine, je peux le dire, à l'époque dirigeait les étudiants de l'IESA. Et j'ai eu les premières stagiaires chinoises qui arrivaient en France pour faire des études sur le marché de l'art dans ma galerie, grâce à Alexandrine. Merci encore d'ailleurs. Oui, alors, moi, en fait, mon parcours, j'ai travaillé dans le marché de l'art, plutôt dans des galeries et chez des grands antiquaires parisiens. Ensuite, 10 années pour l'IESA, qui est l'Institut d'études supérieures des arts, 9 ans à l'EAC, qui est une autre école similaire. Ce sont des écoles qui sont spécialisées pour des étudiants après le bac dans le marché de l'art, les métiers de la culture, et pour l'EAC dans le luxe, puisque l'EAC a racheté il y a quelques années l'ING, l'Institut national de gémologie, et donc on a des formations qui sont dirigées vers le luxe. Donc ces écoles attirent bien sûr de nombreux étudiants chinois, c'est la majorité de nos étudiants étrangers sont des étudiants chinois, d'autres qui sont aussi à l'École supérieure du digital. Et donc, à l'IESA, mon travail était aussi de trouver des stages. Et c'est vrai que ces étudiants étaient intéressés par des relations entre la France et la Chine, et pour travailler avec des professionnels en France comme Anne, voilà, qui avaient des projets commerciaux, de voyages, d'événements, etc., entre Paris et la Chine. J'ai continué effectivement, après bien sûr on avait des étudiants français aussi hein, qui s'intéressaient à ces relations-là. Donc mon travail était de trouver effectivement des stages pour les étudiants et d'organiser des visites et des parcours à l'extérieur pour leur faire connaître le marché de l'art, les musées bien sûr à Paris et l'univers du luxe, la place Vendôme, etc. Voilà. Et maintenant, je continue des activités de consultante dans le marché de l'art et l'organisation de parcours, de visites, plutôt pour des amateurs, pour des collectionneurs, ou bien sûr pour de futurs étrangers, quand les étrangers reviendront à Paris naturellement. Alors, c'est vous qui êtes allé chercher les étudiants chinois, c'est ça? Ou bien ce sont eux qui... Alors, l'EAC... Comment ça se passe? Oui. L'EAC est en partenariat avec une université à Shanghai. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on a aussi organisé des formations dans le marché de l'art à Shanghai. C'est-à-dire que des professeurs français sont allés à Shanghai pour enseigner. Oui, je comprends. Et du coup, bien sûr, on avait des groupes ensuite qui commençaient à être sensibilisés effectivement au marché de l'art à Shanghai et qui sont venus à Paris, notamment pour un master, par exemple, spécialisé dans le marché de l'art, pour compléter leur formation et puis pour connaître évidemment mieux la culture française, voire pour certains étudiants pour apprendre le français. J'avais tout un groupe d'une vingtaine d'étudiants l'année dernière à l'École supérieure du digital et pendant toute l'année, j'ai organisé plutôt des parcours dans les musées à Paris parce qu'ils venaient s'imprégner en fait de la culture française. Ce sont des étudiants qui se dirigeaient plus au web marketing ou à la communication digitale. Et ce qui les intéressait, c'était Paris, la culture française. Évidemment, n'est-ce pas? Mais pas que, aussi le côté artistique les intéressait. Donc la création aussi, pas que les musées et le patrimoine, mais la création contemporaine pour s'immerger à Paris. C'est vrai d'ailleurs que les étudiants chinois ont un tel enthousiasme. Moi, je me souviens à la galerie quand on a préparé... Alors, racontez quelques anecdotes alors. Alors, je vais raconter une anecdote. Oui, on adore les anecdotes. Hein. C'est vivant et puis ça frappe l'imagination. Ouais. Je me souviens de la grande exposition que nous préparions en 2002-2003 pour justement l'année de la France en Chine. Et c'était une exposition sur l'école de Paris. Et on avait 3 mois montre en main pour préparer cette exposition. Montre en main, n'est-ce pas? Absolument. Vous travaillez à la vitesse chinoise. Là. Absolument. D'ailleurs, je vis un peu à l'air chinois. Oui, c'est ça. Je suis devenue un peu chinoise. Il n'y a que les cheveux qui changent, la couleur des cheveux. Mais cela dit, c'était assez extraordinaire parce que j'avais à cette époque-là,
au moins 3 ou 4 stagiaires chinoises. Ah oui, et qui, alors, elles étaient en compétition l'une et l'autre. C'était à celle qui en ferait le plus. C'était extraordinaire. Vraiment, moi, j'ai découvert... Une compétition saine, Ah, mais ça bien n'empêche sûr. pas la collaboration, n'est-ce pas? Absolument, Oui, oui, mais oui. c'était Un challenge, voilà. Un challenge, elles voulaient toujours faire plus, mieux, Oui, mais c'était mieux. magnifique comme ambiance. Je garde un souvenir formidable. Et on a réussi. Montre en main. 3 mois. Ouais, en 3 mois. Ouais. Et Quel c'était quelque souvenir, chose hein. parce que le plus long était l'emballage, le transport et surtout le déballage, l'arrivée à Pékin. C'était plus compliqué. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé. Il a fallu se comprendre pour que voilà. Ouais. Et Elle ça parlait fait- français ou... Enfin, votre langue de communication de l'époque, Alors, c'était quoi, ben, l'anglais? c'était plutôt l'anglais. parce L'anglais, que, hein, oui. voilà, c'était plus facile, Ouais. mais elles étaient là pour apprendre le français, bien sûr, et puis Ouais. surtout le marché. Et c'était formidable, parce que là, on était en vrai échange. C'était un vrai pont que nous faisions entre la France et la Chine. Et c'était un grand souvenir. Alors, aujourd'hui, moi, je vous ai réunis pour parler spécifiquement de la semaine de l'art à Paris. Alors, que s'est-il passé? Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement? Je me tourne d'abord vers Anne. Alors, merci, mais Alexandrine a beaucoup de choses à dire sur le sujet aussi. Oui, après, Mais- c'est elle. Mais qui prend le relais. j'avoue que cette semaine a été assez extraordinaire parce que elle a gardé j'allais dire, l'affiche sur l'art et elle est restée la capitale de l'art. Et ça, c'était merveilleux malgré le Covid Ben et oui. malgré toutes les contraintes. Et ça a été quand même un tour de force. Bravo, bravo, je félicite tous ceux qui Tous ont les participé. professionnels de l'art, Mais n'est-ce bien pas? sûr, Oui, oui. Parce que Malgré le n'oublions- confinement, Mais bien pardon, sûr. malgré la crise qui se poursuit. Mais oui, et n'oublions pas que c'est généralement la FIAC qui est le moteur. La FIAC est une foire indétrônable depuis des décennies. Et aujourd'hui, elle n'est pas là. C'est la première année qu'elle n'a pas ouvert ses portes. Comment vous expliquez ça alors? Eh bien, ça s'explique de différentes façons. C'est que déjà, c'est une Pour foire des raisons- internationale, que les galeries étrangères n'ont pas pu venir. Ah, c'est pour ça, ouais. Et oui, ça Ouais. c'est un point capital. les oui. galeries Si et les les étrangers sont collectionneurs, absents, les voilà. ne pouvaient pas se déplacer. Les collectionneurs, les Mais oui, c'est un galeristes, vrai voilà. rendez-vous international. C'est surtout Le international, Monde entier, ouais. Le monde entier est à Paris. Ah, Et ça, ouais. c'était incontournable. Et du coup, la semaine de Paris, si j'ai bien compris, c'était un événement très tourné vers le marché, on va dire, parisien et hexagonal. Est-ce que c'est Oui. comme ça qu'il faut comprendre? Alors, Alors, en fait, Ça n'empêche pas. c'est Oui, vraiment Alexandrine. rituellement cette semaine de l'art, Ouais. évidemment autour de la FIAC, qui est l'événement majeur, après avec différentes foires off qui s'organisent. Alors, ce qui fait plaisir en tout cas, c'est qu'effectivement, même par rapport à Londres ou par rapport à d'autres capitales européennes, je pense que Paris a essayé de jouer le jeu pour continuer et risquer quand même à organiser non seulement des foires, mais des événements. Donc, on va effectivement évoquer la foire galeriste, il y a eu la foire Asia Now, on a eu Outsider Art Fair à Drouot, Private Choice, donc des événements. Les galeries se sont mobilisées, toutes les galeries du Marais ont essayé d'organiser des vernissages nocturnes. Il y a eu vraiment une mobilisation finalement, parce que, bon, peut-être Paris a évidemment une concentration peut-être un peu plus importante même que Londres, au niveau du nombre de galeries d'art contemporain, certainement. oui. Ça veut dire beaucoup de gens engagés, des artistes, des galeristes. Alors bien sûr, vous avez les sociétés, les grandes sociétés de vente aux enchères aussi, qui ont organisé des ventes aux enchères comme Christie's, Oui, Sotheby's, c'est ça, Arcurial, à Drouot. Ça fonctionne plutôt d'ailleurs assez bien, parce que beaucoup de ventes sont online en ce moment. Ah, Donc, online. Hein. vu le contexte, il y a beaucoup Oui, de ça, choses c'est très online qui nouveau, se passent. quand Oui, même. mais est-ce que, si j'ai bien compris, cette semaine de l'art là, qui s'est déroulée dans un contexte très spécial, hein, n'est-ce pas, marqué notamment par la crise sanitaire, est-ce qu'il y avait une partie qui s'est déroulée online et l'autre partie offline ou que offline? Alors, pour les Il y a eu sociétés les de deux, vente, oui. oui, les sociétés de vente aux enchères ont énormément développé depuis 6 mois Ouais. des ventes déjà
d'achat. Bien sûr, on pouvait enchérir online, mais des ventes uniquement online, ça s'est évidemment beaucoup développé, évidemment pendant le confinement. Et je pense que oui, ça c'est très nouveau, ça n'existait pas. Les commissaires-priseurs ont beaucoup développé, évidemment. Surtout pour les grandes maisons. Parce que ça permet évidemment à des acheteurs avec des condition reports qu'on envoie, c'est-à-dire que les gens ne voient plus les tableaux, les objets, et ont des condition reports pour acheter, et se fient effectivement à des experts de grandes maisons comme Sotheby's, Christie's, Arcurial, même à Drouot, c'est-à-dire qu'ils font confiance à ces grandes maisons, évidemment, parce que les résultats de vente ont été quand même assez satisfaisants. Et ils ont l'habitude de travailler avec des newsletters et d'envoyer des photos et des condition reports. Bon, pour les galeries qui ont évidemment un réseau de clients, on peut envoyer des newsletters, etc., et essayer de développer les rapports online. Mais malgré tout, dans l'art contemporain et même partout, rien ne vaut quand même les rencontres, la confrontation directe avec les œuvres, parce que même les musées, vous voyez, c'est bien d'organiser des visites virtuelles du Louvre ou des visites virtuelles du musée d'Orsay, mais on sent pas l'énergie, on sent pas ne vaut la confrontation directe. Sur le plan pédagogique, on l'a expérimenté, quand vous regardez un écran, une vidéo, un tableau sur un écran, c'est pas du tout la même sensation que quand vous le voyez vraiment dans un musée. Les couleurs tout change. Bien sûr. Les textures prennent une autre ampleur. Et puis, vous avez le galeriste, tu sais de quoi tu parles. Et ben voilà, justement. Le galeriste qui est là et qui est engagé pour expliquer, montrer et défendre les œuvres de ces artistes. D'où, en fait, c'est le nombre de galeries et d'événements dans les galeries, mais du coup, les foires ont tenté d'organiser ces fameuses rencontres entre des amateurs, des collectionneurs, des artistes, des galeristes. Et ça stimule beaucoup les collectionneurs pour acheter évidemment les œuvres. Oui, c'est très motivant quand même. Oui, tout à fait. Alors donc maintenant, on va parler plus spécifiquement du salon galeriste. Alors je rappelle que il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'Anne Lettré qui m'a dit Camille, à Paris, il va y avoir pendant la semaine de l'art, le salon galeriste. Il faudrait absolument que vous y soyez présente. Alors donc je me suis penchée sur cet événement, je me suis documentée, j'ai regardé quand même ce qui se passait online et puis je me suis dit il faut que j'y aille. Alors donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Alexandrine Laurent. Voilà, donc vous étiez là pour organiser tes parcours. Alors maintenant, est-ce que pour commencer, un mot sur l'histoire du salon galeriste? Oui, c'est ça. Alors là, cette année, c'était la 5e édition. 5e édition au Carreau du Temple. C'est un très beau lieu qui a été dans le Marais, n'est-ce pas? Transformé. Arts et métiers, République, dans ce quartier qui s'est complètement transformé à Paris. Ils ont réhabilité, enfin transformé le Carreau du Temple pour organiser des événements, pas uniquement artistiques, mais galeristes. Donc c'est la 5e édition. En fait, c'est la volonté de quelqu'un que j'apprécie de par sa ténacité, on va dire, qui est Stéphane Coréard. Ça lui va bien. Toujours eu un grand engagement pour les artistes, on va dire. Alors, lui-même, il est galeriste. Il a eu très jeune, il s'est intéressé, il a acheté très jeune. Il racontait une anecdote très jeune. Il a été tombé sur une œuvre. Il avait appelé sa mère au téléphone parce qu'il voulait acheter une œuvre qui lui paraissait, c'était assez cher à l'époque. Il racontait une anecdote au Donjon de Vèze, là, quand il y a eu ce colloque dans le marché de l'art. Et sa mère avait tout de suite acquiescé. Enfin bon, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Voilà, comme on dit. Il a eu une galerie. Il a fait différents métiers, finalement. Un métier d'expert auprès des ventes aux enchères, expert en art contemporain, notamment. Il a plusieurs cordes à son arc. Alors, il a commencé c'est indispensable dans ce métier, d'ailleurs. Dans différentes sociétés de vente, Cornette, il faut être polyvalent pour comprendre l'esprit de l'art, n'est-ce pas? On va y revenir. Il a fait aussi, il intervient dans des émissions aussi culturelles. D'accord. Pour la radio aussi, notamment. Il s'est occupé aussi en tant que directeur artistique du Salon de Montrouge, qui est un salon
qui existe depuis fort longtemps et qui a toujours été un tremplin pour de jeunes artistes contemporains qui sortaient de l'école des beaux-arts, ou pas d'ailleurs, mais enfin qui n'avaient pas encore de galerie. Et son travail, c'était de recevoir entre 2 000 et 3 000 dossiers par an. 2 000 ou 3 000 dossiers par an. Oui, c'est énorme. De sélectionner à peu près 300 dossiers, d'aller dans les ateliers des artistes, de réunir un comité de sélection et d'en retenir une 50aine pour le Salon de Montrouge. 300. Ça a été un travail... Une visite par jour à peu près. Alors, il n'allait peut-être pas dans si vous voulez visiter, n'est-ce pas? Mais il a fait un travail énorme de sélection. Et ça, vraiment, pour servir de tremplin à de jeunes artistes, pour se faire connaître, pour être repérés des galeristes. Et bien sûr que ça a servi à des jeunes artistes à se faire connaître, à trouver des galeries et à vivre, enfin à vendre leurs œuvres et à vivre après. Et il y a 6 ans, c'est un autre directeur artistique maintenant, Ami Barak, qui continue le Salon de Montrouge, il a décidé d'essayer de créer alors il n'appelle pas ça une foire d'art contemporain, il appelle ça un salon d'art contemporain. Mais c'est quoi la différence entre foire et salon? C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a essayé d'innover. En fait, il ne voulait pas au départ, d'ailleurs c'est le cas pour la scénographie de galeriste, il voulait un parcours un peu open space dans le salon. En fait, il voulait créer des rencontres. Ce ne sont pas des petites cases comme on a l'habitude de voir dans les autres foires qui sont efficaces, des white cubes compartimentés, mais Dominique Perrault, qui est l'architecte de galeriste, qui est un architecte qui est assez impliqué d'ailleurs dans des projets avec des artistes contemporains, a essayé d'organiser avec une architecture écologique, responsable et métallique en l'occurrence, un parcours décloisonné là effectivement on avait 41 galeries dont 13 nouvelles pour galeries l'édition pour cette édition cette année 41 galeries, 13 nouvelles galeries et il y avait entre 10 et 15 solo shows, donc des expositions personnelles. D'accord. Alors cette déambulation artistique, on va appeler ça comme ça, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer des rencontres entre le public, des galeristes, des artistes, des collectionneurs aussi. Des collectionneurs, ouais. C'est-à-dire que le public soit un peu moins intimidé peut-être par ces petites cases blanches, etc. Et discute en fait. Et se pose des questions. Même, il y a peut-être ce manque de signalétique, ça c'était un peu difficile. Mais peut-être que justement... C'est vrai, j'avais pas remarqué pourquoi, parce qu'en fait, j'étais guidée par Alexandrine et du coup, j'ai pas eu besoin de chercher, de me repérer, n'est-ce pas? Ouais, mais peut-être que justement, ça oblige le public à poser des questions. Signalétiques. Pour l'année prochaine, hein. Voilà. Vous allez faire cette suggestion donc au fondateur. Mais c'est plus ou moins voulu, parce que comme ça, les gens posent des questions, c'est-à-dire que, en fait, on peut constater que les galeries sont sur d'ailleurs des petits tabourets un peu en bas. Donc, il y a un climat beaucoup plus convivial, en fait. C'est ce qu'ils revendiquent. Plus sympathique, plus convivial, qui peut stimuler de jeunes collectionneurs. D'ailleurs, il y a des facilités de paiement, hein, on peut payer en 10 fois avec... Ça incite aussi à acheter. Bien pour commencer des collections. Je crois que c'était pour un peu, effectivement, rendre l'art peut-être plus accessible. En tout cas, favoriser des rencontres. Ouais. Voilà. En tout cas, j'ai remarqué, il y avait un parcours, je vais dire. En fait, on avait l'impression de se promener un petit peu dans, enfin, je dirais pas labyrinthe, mais un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Ce côté un peu, vous voyez, je dirais. On va de surprise en surprise, n'est-ce pas, Anna? Mais vous l'avez visité. Alors, quelle est votre impression? Est-ce que vous avez... vous pouvez revenir sur on va dire, les spécificités du Cru 2020, parce que, si j'ai bien compris, vous avez visité les autres salons les années précédentes. Alors, cette année, c'est quoi qui vous a marqué? Alors, malheureusement, non, c'était la première année que je visitais. Ah, c'était la première année, d'accord. Parce que tous les ans, à cette époque, je suis à Shanghai.
L'année dernière, vous étiez à Shanghai. Mais absolument. Avec, oui, ben, Macron était à Shanghai, Absolument, donc vous y étiez aussi. absolument. Oui, Puis il y avait la j'y étais visite. aussi. Hein. Absolument. D'accord, je On s'est comprends mieux là. croisés, d'ailleurs. On s'est croisés, enfin, on a failli, oui, en tout cas, bon. Ouais. Mm. Mais, Alors, non, mais autrement, si tu veux, pour revenir un petit peu sur Galeriste, c'est vrai qu'il y a à la fois de jeunes artistes émergents et ce qu'il appelle une anthologie de l'art français, parce que c'est vrai que son idée aussi, on peut quand même le rappeler, après c'est un parti pris, c'était cette foire est plutôt dédiée à des artistes qui ont un lien avec la France. Donc peut-être francophone, bref, en tout cas, il appelle cela une anthologie de l'art français, ça veut dire que sont mis en valeur aussi des artistes qui ont travaillé dans les années 50, 60, 70, avec un côté peut-être pédagogique. Peut-être pour remettre... C'est un parti pris. Pour remettre à leur place certains artistes qui ont été un peu oubliés aussi dans l'histoire de l'art, mais qui ont un intérêt et qui sont soutenus par Véronique Smag ou par ton ami Cazot, peut-être pour quand même mettre un éclairage sur certains artistes, peut-être qui rentrent plus dans l'art moderne que dans l'art contemporain. Partant du principe que l'art est universel, moi, ça me gêne un petit peu, mais bon, cela dit, au contraire, il faut laisser la fenêtre ouverte et laisser rentrer, les croiser. Oui, alors ceci dit, il y avait des artistes, bien sûr. Qui venaient d'Asie aussi. Par exemple, il y avait aussi une galerie spécialisée sur les artistes d'origine asiatique, non, chinois je et suis plutôt coréens. pour la diversité. Et oui, allez-y, diversité. De représenter les galeries françaises et parisiennes, donc on n'avait pas trop de choix. On n'avait pas trop de choix cette année parce que c'était quand même difficile de faire autrement. Bien sûr. Mais de là, je pense que la porte était ouverte. Il y avait quand même dans les galeries des artistes étrangers qui font partie des galeries d'ailleurs. Et c'était bien parce que il y avait une certaine spontanéité, une sincérité dans la présentation des artistes. Il y avait une bonne connaissance, en tout cas, des galeristes par rapport à leurs artistes, et aussi une grande affection. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que c'était très convivial, mais c'était aussi plus que ça. Il y avait quand même une force à défendre, professionnalisme. De défendre les artistes. Chaque galeriste défendait vraiment les artistes de leur galerie. Et sans, pour autant... C'est vrai ce que dit Anne, parce que le critère de sélection... non, mais il faut le rappeler, parce que mais de toute façon, je me permets de... On va dire, j'ouvre une parenthèse. De toute façon, les galeristes sont là pour défendre les œuvres qu'ils présentent. Alors, donc, je ne vois pas... ils sont là pour les défendre, non? Camille, mais évidemment, c'est leur rôle. D'ailleurs, un artiste qui n'a pas de galerie... une galerie qui n'a pas d'artiste, il n'y a pas de place pour eux. Évidemment, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais ce salon s'appelle Galeriste. Parce qu'au départ, Stéphane Correa voulait sélectionner lui-même des galeristes avec certains critères. C'est-à-dire un engagement sur un long terme avec leurs artistes, évidemment un professionnalisme, une éthique du métier. Ce ne sont pas que des placements financiers, c'est quand même reconnaître l'inventivité, la créativité, ce que va apporter un jeune artiste, etc. Et après, expliquer, montrer pourquoi cet artiste est intéressant, pourquoi il apporte une autre vision du monde, expliquer au public. Bien sûr. Parce que, bon... la démarche des artistes, c'est très personnel. Et en même temps, ça doit être conjugué avec l'histoire de l'art. Parce qu'il doit y avoir un suivi. Les artistes doivent connaître l'histoire de l'art. C'est la première des évidences. Ouais. Alors, Anne, vous qui êtes allée donc visiter ce salon, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les œuvres que vous avez, on va dire... admiré. Non, alors, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait autant justement de jeunes artistes contemporains qui présentaient des travaux intéressants, avec une nouvelle façon de montrer
leurs gestes, leurs recherches, leurs quêtes. Et puis, il y avait des artistes et des œuvres très confirmées, telles qu'on a pu voir chez, par exemple, puisque tu en parlais tout à l'heure, on va parler de lui quelques instants, de chez Jean-François Cazot. Voilà, où alors il avait justement. de magnifiques céramiques de Picasso, il y avait un très beau tableau aussi d'André Masson, avec des estampes, parce qu'il n'y avait pas uniquement des œuvres majeures, il y avait des œuvres vraiment accessibles à tous. C'est ça que j'ai apprécié. Mais j'ai l'impression que donc, chez ce galeriste, hein, Jean-François Cazot, il n'y avait que des œuvres majeures, non? Je me trompe pas. Non, parce qu'il avait ce qu'on appelle des œuvres majeures, c'est évidemment d'artistes de renommée internationale. Bien sûr, Picasso, mais aussi, mais aussi les techniques utilisées. Et il y avait notamment des œuvres sur papier, des estampes et des œuvres sur papier, qui sont quand même beaucoup plus accessibles que des œuvres sur toile, qui sont des pièces uniques. Et même des céramiques, d'ailleurs, avec très belles céramiques au plomb, et qui étaient à des prix très, très confortables aussi, mais très, très accessibles aussi. Ouais. Et il y avait, même dans sa galerie, il y avait un jeune artiste qui travaille sur des... Ah, je me souviens de lui. Oui, il est... Qui fabrique lui-même ses propres encres, et il cherche la lumière derrière j'allais dire derrière le papier, non, mais en tout cas derrière la couleur. Et il travaille ses transparences pour donner... Il y a beaucoup d'innovations, je dirais même techniques. Oui, techniques. Oui, bien sûr. Ces artistes, bien sûr, mais c'était très beau, très, très fluide. Et voilà, donc il y avait quand même des artistes intéressants à découvrir. Mais vraiment. vous qui avez eu plusieurs galeristes, hein, que pensez-vous du choix, de la sélection du Cru 2020 ? Alors moi, j'ai trouvé que c'était bien, c'était pas mal, surtout, il faut bien... On veut un avis de spécialiste. Mais surtout il faut le rappeler, que c'est que nous sommes en plein Covid et que tout à chacun ressentait quand même des peurs, des craintes, des angoisses. Enfin, c'est justifié, n'est-ce pas? Mais oui, mais enfin ça, je ne peux pas en parler, c'est pas mon sujet. Mais cela dit, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a eu cet enthousiasme, cette participation collective forte. Oui, c'est ça. Et vous avez insisté à plusieurs reprises sur le mot participation collective. Ouais. Et ça, c'était fort de la part, le courage aussi d'y participer de la part des galeries, parce que même s'il y avait moins de galeries que d'habitude, moi j'ai pas vu les fois précédentes, mais il y avait quand même une bonne ambiance, il y avait il y avait beaucoup de monde quand même. Beaucoup de visiteurs, il y avait de l'intérêt, les gens qui prenaient effectivement leur temps pour s'arrêter sur les espaces. Alors que la lecture, moi j'ai pas trouvé que ce soit très facile, des œuvres sur le métal. Ça m'a un petit peu gênée, mais bon, après tout, d'autres ne le voient pas de la même manière, mais voilà. Mais c'est très personnel aussi, très subjectif, n'est-ce pas? C'est ça l'art. Pour regarder une œuvre d'art, il faut détacher tout ce qu'il y a autour et rentrer à l'intérieur pour s'en imprégner. Et là, c'était un peu difficile. Mais en même temps, c'est vrai que c'était un salon différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et le lieu s'y prêtait aussi, il faut dire. Et ça m'a impressionné, le lieu, Le carreau du Temple, c'est immense, un endroit tellement Combien de mètres sublime. carrés alors ça, j'ai aucune idée. Plusieurs milliers de mètres carrés. Ils ont eu quand même un succès au niveau du nombre de visiteurs et des ventes aussi tout à fait satisfaisantes dans ce contexte un peu compliqué. On a lu rapidement les résultats. Il y a le Journal des Arts, par exemple, qui disait... Le Quotidien de l'Art, Journal des Arts... qui parlait de chiffres et plutôt satisfaisants par les temps qui courent, avec effectivement des ventes. Après, l'idée, c'est que certains collectionneurs puissent retourner dans les galeries, en fait, parce que vous savez que toutes ces galeries, en général, travaillent avec 8, 10 bons collectionneurs. L'idée d'une foire, c'est d'élargir le nombre de collectionneurs.
des galeries, en fait. Hein. Donc l'idée, c'est que aussi de rencontrer de nouveaux collectionneurs et que les gens retournent dans les galeries, prennent le temps d'aller dans les galeries, ça c'est important actuellement, parce que souvent les collectionneurs font le tour des foires un peu trop vite, les choses vont parfois trop vite. Parce que tout a changé, on n'a plus le temps, le temps de se promener, on est à l'ère du digital et des multimédias. Et ça c'est dommage, je pense qu'on devrait retourner, que les gens devraient prendre plus le temps de suivre certaines galeries. Mais comment prendre le temps de suivre alors qu'on est à l'ère digitale, à votre avis? Ça, c'est ma dernière question. Hein. Comment perpétuer l'art dans le contexte actuel? C'est pour cette raison que je pense que les salons, les foires sont indispensables. Mais il faut que toutes les galeries, enfin, en tout cas celles qui peuvent être sélectionnées, parce qu'il y a des galeries qui n'ont pas de place dans ces salons, parce que ça ne correspond pas à leur éthique et à leur image, mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il y ait des salons de qualité. D'ailleurs, tout le monde peut être présent dans d'autres salons. Enfin, ce qu'il y ait le plus possible de lieux où les galeries peuvent se présenter. Les galeries deviennent des lieux effectivement de travail, où se situe leur siège. Mais c'est nécessaire, c'est indispensable, parce qu'on vit différemment. Mais c'est ça, il faut s'adapter, hein, absolument, et puis créer de nouvelles choses. Bien sûr, et puis ça permet aussi de voyager, tout va très vite, donc on n'a malheureusement plus le temps. Moi, la première, hein, j'avoue que c'est compliqué de tout faire. J'adore. J'adorerais, mais c'est compliqué. Donc, y consacrer plus de temps. Alexandrine, un mot pour finir? Moi, en fait, je pense que cette période où on a peut-être un peu plus de temps de réfléchir à l'évolution du monde, on va dire. Non, mais c'est vrai, on est chez soi, on prend plus de temps chez soi. Et moi, je regarde pas beaucoup la télévision. J'essaie de peut-être me concentrer sur ce que je peux faire. Je pense que malgré tout, c'est un temps où on peut quand même réfléchir pour faire peut-être un peu les choses différemment, en tout cas. Alors, c'est fait pour ça. Alors après, on parle du développement durable, effectivement. Évidemment, c'est un sujet très important pour la préservation de notre planète, si on veut continuer à vivre sur cette planète encore quelques temps. Ça, c'est quand même une question fondamentale de préservation de l'environnement et ne serait-ce que pour la pollution. Bon, c'est même vital. C'est un grand sujet. Voilà, bon, c'est un grand sujet, mais ça passe aussi par une prise de conscience par rapport à notre propre consommation et freiner les choses. Est-ce qu'on n'a pas, peut-être, il faut plutôt aller dans la qualité plutôt que dans la quantité. Mais pour revenir au problème des galeristes, moi je pense que malgré tout, ça nous fait prendre conscience aussi qu'on va peut-être un peu trop vite dans tout ce qu'on fait et qu'un peu de temps de réflexion et pourquoi pas des rencontres et des discussions avec des galeristes, etc., avec des artistes, ça me paraît être peut-être plus pertinent que d'acheter telle œuvre ou telle œuvre ou telle œuvre parce qu'on a entendu que tel artiste allait être un bon investissement financier et qu'on achète parce qu'on a entendu dire que tel artiste c'était un bon placement financier. Bon. Après, chacun fait ce qui lui plaît, hein. Bien sûr, dans la vie. Oui, parce que ne pas considérer comme l'artiste uniquement comme un investissement financier. Je pense que peut-être prendre en tout cas un peu plus de temps pour la compréhension des œuvres et la rencontre avec des artistes. Ça sert à ça, oui, Anne. Bien sûr, non, mais ça existe encore et ça, Dieu merci, mais bien évidemment qu'il y a plusieurs catégories d'amateurs et d'investisseurs et d'acheteurs d'art. J'allais dire quasiment tous testés. Vous les avez tous connus. Ouais, non, pas tous connus, mais en tout cas, les différences, elles sont notables et c'est vrai qu'on n'empêchera pas l'investisseur de vouloir investir sur des œuvres d'artistes de notoriété pour investir sur des fonds, etc. Mais n'empêche que l'amateur, il existe et il existera toujours, je l'espère, parce que c'est lui qui fait vivre grand nombre de galeries. C'est lui qui est face à une certaine réalité de passion et
également de révélation pour les nouveaux, enfin pour les jeunes artistes, parce que ce sont eux qui les révèlent.